Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Marie Kaya, nouvelle directrice de campagne de la Fondation de l'École Polytechnique et je suis ravie de vous accueillir au nom de la FX pour cette masterclass de Marc Massot. Comme vous le savez, notre mission principale à la Fondation est d'accompagner la stratégie d'excellence de l'IX et pour cela, nous faisons notamment appel à la générosité des particuliers et des entreprises. Car c'est bien votre engagement qui rend concret pour les étudiants, les enseignants-chercheurs et les entrepreneurs l'accomplissement de leurs projets. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore l'adresse pour nous soutenir, nous vous la transmettons via le chat. Parmi les projets soutenus figure l'initiative HPC Atmat qui est absolument passionnante car elle relève le défi de faire le pont entre mathématiques, calcul haute performance et innovation. Marc Massot, un ancien de l'IX de la promotion 1989, porte le projet avec Loïc Guarin, ingénieur de calcul CNRS, et nous fait le plaisir de présenter l'initiative ce soir, et en particulier la façon dont celle-ci a abouti à la mise en place d'un écosystème vertueux entre recherche, enseignement en lien avec les élèves et entreprise. Marc, merci beaucoup d'avoir accepté de donner cette masterclass. Je vous laisse la parole pour environ 35 minutes et je rappelle aux participants que vous aurez ensuite un temps de questions-réponses via le chat. Très bien. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Merci beaucoup Marie pour cette introduction. Est-ce que c'est bon Marie? Ça va, ça passe? Très bien. Donc, du coup, bonsoir à tous. Donc, je suis Marc Massot, professeur à l'école, et je vais donc vous présenter cette masterclass autour des mathématiques appliquées, calcul haute performance au cœur de l'innovation scientifique et technologique que nous avons conçue avec Loïc Guarin, qui est donc ingénieur calcul au CNRS, comme l'a dit Marie, et qui se situe dans le contexte de l'initiative HPC Atmat, qui a été mise en place depuis 2017 avec l'aide de la Fondation. Et en fait, la recherche que nous menons se fait au Centre de mathématiques appliquées, qui est à l'interface entre le CNRS et l'École Polytechnique. Alors, l'idée, c'est que nous allons parler ce soir de calcul haute performance. Alors, qu'est-ce que c'est que le calcul haute performance? Ça consiste à reproduire par le calcul le fonctionnement d'un système qui est décrit par un ensemble de modèles en s'appuyant sur des méthodes mathématiques et informatiques spécifiques et dans le but de tirer au mieux parti de ressources informatiques à disposition. Alors, quand on a dit ça, on comprend qu'assez rapidement, il y aura des méthodes informatiques, des méthodes mathématiques et des moyens de calcul. Et tout ça, en fait, le calcul haute performance est rarement une discipline scientifique en soi, mais en fait, elle est au service d'applications. Donc, en fait, elle se met à l'interface des méthodes informatiques et méthodes mathématiques en s'appuyant sur des moyens de calcul pour les applications. Du coup, nous avons choisi de structurer un petit peu la présentation de la masterclass en 3 points. Donc, d'abord, puisqu'on s'appuie sur des moyens de calcul et des méthodes mathématiques et informatiques, de faire un petit bilan depuis les années 70 de comment ont évolué les architectures de calcul, les maths et les algorithmes, pour situer un petit peu le contexte dans lequel nous nous situons. Ensuite, d'illustrer l'innovation scientifique et technologique par 2 exemples, pour montrer un petit peu comment nous menons en fait la recherche autour de l'initiative HPC. Et puis, s'il me reste un peu de temps, et je pense que ce sera le cas, d'expliquer que l'initiative HPC a eu aussi un impact sur l'environnement en termes de recherche et d'enseignement à l'école, et que du coup, de vous donner quelques éléments sur comment les choses ont pu évoluer, ce que ça a apporté au niveau de l'école. Alors, si on repart un petit peu sur l'évolution des architectures de calcul, je ne vais pas remonter jusqu'à Karl Stormer, qui travaillait sur les aurores boréales, qui est un scientifique norvégien, un mathématicien et physicien qui essayait d'expliquer les aurores boréales et calculait des trajectoires de particules chargées à la main. Donc, en fait, pour faire tous les calculs de trajectoire, il avait fallu 3 ans et 5000 heures de calcul, mais ça, c'était des gens qui le faisaient à la main, et en particulier des collaborateurs, étudiants et même des membres de sa famille. Mais du coup, là, si on regarde ce qui s'est fait au niveau des calculateurs graphiques, donc en particulier pour analyser des équations différentielles, en 1931, eh bien là, on utilisait du calcul graphique qui permettait de faire des calculs de manière opérationnelle. C'était le premier outil de calcul effectif. Le calcul analogique, les calculateurs analogiques, en fait, ont continué à être développés, en particulier en France, qui faisait un petit peu fausse route au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et puis finalement, le premier ordinateur, constitué de 1500 puis 2400 tubes à vide, c'est Colossus Mark I, qui était donc fait à Bletchley Park à Londres, sous la direction de Flowers, et qui accomplissait à ce moment-là 5000 opérations par seconde. Et on a commencé à voir au niveau des années 70, en fait, toutes les fonctions d'un processeur sur un seul et unique circuit intégré et qui a été commercialisé, qui était le 4004 d'Intel. Donc là, en 1971, on commence à avoir la notion
la notion de nœud de calcul. Et puis, tout ça a énormément évolué de 1971 à 2020, où là, on commence à avoir, alors rappelez-vous, on avait dit 5000 opérations par seconde en 1943. Le Fugaku, l'ordinateur de l'Institut scientifique japonais Riken, en 2020, qui était premier au top 500, faisait 415 pétaflops. Donc, ça veut dire, flops, c'est des floating operations per second, donc des opérations par seconde en virgule flottante. 415 pétas, ça veut dire 415 10 puissance 15. Donc, on est quand même sur un niveau là, qui est assez étonnant. Et là, tout récemment, le nouveau top 500 est arrivé. Et du coup, on est avec Frontier, qui est le supercalculateur américain, qui franchit la barre de l'exascale. C'est-à-dire on est à 1,1 hexaflop, donc on est passé au-delà de 10 puissance 18 opérations par seconde. Alors l'idée, c'est que quand on avance au cours du temps, tout ça avait été prévu dès 1975 par la loi de Moore. Donc Gordon Moore avait émis cette loi en 1975 en disant qu'on aurait un doublement du nombre de transistors présents sur la puce d'un nœud de calcul tous les 2 ans. Et on a l'impression, quand on regarde les choses, donc vous avez en ordonnée le nombre de transistors en milieu sur un nœud de calcul, et on voit que cette loi fonctionne plutôt très bien. On a l'impression qu'on est en mode où on avance indubitablement avec cette croissance double tous les 2 ans. Quand on regarde un petit peu la loi de Dennard, au début, c'est-à-dire là, on regarde maintenant la fréquence en mégahertz, toujours sur la même échelle. La consommation d'énergie reste proportionnelle au début, jusque dans les années 2000, à la surface, c'est-à-dire qu'on arrive à réduire la taille des transistors et du coup à en mettre de plus en plus, tout en gardant une consommation d'énergie proportionnelle à la surface de gravure. Et la fréquence augmente de 40% tous les 2 ans, donc on a l'impression que tout se passe bien. Puis on voit qu'à un moment, où en fait, vers 2005, il y a un changement de paradigme où on a la fin de la loi de Dennard et en fait, la finesse de gravure sur un microprocesseur est devenue tellement faible qu'en fait, on a des courants de fuite et là, on ne peut plus du tout augmenter de la même manière. Et d'autre part, ça correspond au moment où en fait, on va changer le paradigme du fait qu'un nœud de calcul, c'est un seul cœur de calcul, mais on va avoir un passage au multicœur de calcul. Et on voit que en fait, le passage au multicœur de calcul sur un nœud de calcul continue de permettre de suivre la loi de Moore, changement de paradigme, mais on suit toujours la loi de Moore. Par contre, il est prévu que cette loi de Moore va se terminer en fait au niveau de ce qui était prévu, c'est 2021, et c'est en train de saturer. Donc, on est dans un contexte où en fait l'évolution a amené en fait un changement complet. On est passé d'un nœud de calcul avec un microprocesseur à maintenant une complexité à tous les étages, avec, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais on travaille avec beaucoup de cartes accélératrices, des nœuds de calcul interconnectés. Et le point clé, c'est que maintenant, on n'a pas une mémoire qui est unifiée, mais on a une mémoire complètement non unifiée, avec des accès qui peuvent être assez compliqués à mettre en œuvre. Et puis, une grande variété d'outils pour programmer en fait, ces nouveaux processeurs de calcul, avec des outils totalement différents. Et maintenant, on peut dire qu'il est devenu indispensable de connaître l'ensemble des composants et leurs interactions pour tirer vraiment parti des ressources mises à disposition. Et ça, c'est un petit peu dès qu'on fait du calcul de performance, c'est ce qu'on cherche à faire. Et on est obligé de mettre en œuvre une expertise qui est devenue complexe, avec beaucoup de choix quant à la façon de programmer en fait, ces nouvelles ressources de calcul. Alors, donc là, j'ai fait un petit résumé de comment ont évolué les choses en fait, en termes de l'évolution des cœurs de calcul, des nœuds de calcul. Maintenant, si on essaye de faire le pendant en ce qui se passe en termes des méthodes mathématiques et informatiques, on s'aperçoit qu'il y a un parallèle à la loi de Moore. Alors ça, c'est quelque chose qui avait déjà été identifié dès le début des années 2000 par le SIAM, donc la Society for Industrial and Applied Mathematics, en 2001, et qui identifiait le domaine émergent de ce qu'on appelle, ce qui est assez peu développé en France, mais qu'on appelle le Computational Science and Engineering. Et en fait, on s'aperçoit que sur un exemple simple, la résolution de systèmes linéaires creux, qui est un problème de mathématiques appliquées tout à fait standard, eh bien, les techniques mathématiques ont évolué de telle manière à faire croître les capacités de calcul plus ou moins de manière parallèle à la loi de Moore. C'est-à-dire qu'on pouvait aborder des problèmes de plus en plus importants avec un effort similaire en utilisant des techniques mathématiques plus avancées. Donc, on voit qu'en fait, il y a un parallèle entre l'évolution des ordinateurs et l'évolution des méthodes mathématiques pour résoudre des problèmes classiques de maths appliquées, avec le même paradigme. Ça va être encore valable jusqu'au milieu 2005, jusque vers 2005. Et là, il y a un moment, il y a une saturation, en fait, où les améliorations arrivent, mais de manière relativement limitée, de la même manière qu'il y a une saturation, de l'évolution des machines de calcul. Et en fait, on va avoir, à ce moment-là, on va passer sur des nouveaux modèles à simuler avec un caractère multi-échelle extrêmement violent, et on va avoir besoin de nouvelles approches. C'est-à-dire, ce qui va faire évoluer en fait, les techniques, la façon d'aborder les problèmes, c'est d'avoir des ruptures en fait, dans le domaine des mathématiques appliquées,
donc, avec des solutions innovantes où on va résoudre un problème. J'ai pris un exemple, quand on fait de l'adaptation en temps et en espace en utilisant de la séparation d'opérateurs pour intégrer la dynamique en temps et de la multirésolution adaptative pour adapter le maillage. Donc, on voit que là, c'est une flamme de diffusion qui s'allume. Donc, peu importe la problématique, mais on voit qu'il y a des fronts dans cette très multi-échelle. Le maillage suit la dynamique. Les pas de temps suivent la dynamique de l'allumage. On arrive à adapter en temps et en espace et contrôler l'erreur avec des méthodes opérationnelles de type multirésolution adaptative. Et en fait, on arrive à accélérer les méthodes classiques par un facteur 100. C'est-à-dire que là, on va passer à vraiment un changement de temps calcul associé à la résolution de ce type de problème. Donc, on passe à un nouveau chapitre de l'analyse numérique depuis, disons, 2010. Et ça, c'est des sujets sur lesquels on a travaillé avec l'entreprise SpaceX qui a adopté ces questions de séparation d'opérateurs et de mise en route de multirésolution adaptative sur des bases d'onglets. Alors du coup, l'idée, c'est que quand on travaille sur ces outils, on voit l'évolution des architectures de calcul, l'évolution des méthodes mathématiques, et le contexte actuel fait que en fait, on va aussi vers un calcul plus responsable, c'est-à-dire qu'on veut réduire le nombre de watts par flop, parce que pour alimenter en électricité les grands calculateurs, on parle en mégawatts, et donc du coup, on a besoin de réduire aussi le nombre d'opérations mis en musique par les algorithmes pour arriver au même résultat. Donc, vous pensez à ce que je viens de dire, par exemple, d'adapter le pas de temps et le pas d'espace. Et donc, du coup, on a moins de degrés de liberté, moins de pas de temps à calculer. Donc, on réduit la consommation. Et puis, on peut même aller jusqu'à améliorer l'efficacité énergétique des langages de programmation pour arriver vers un calcul qui est un peu plus éco-responsable. Alors, dans ce contexte de ce que je viens de raconter, en fait, ce qu'on fait dans le contexte de notre recherche ici, dans le contexte de l'initiative, ça se situe dans un premier temps à l'interconnexion. Vous avez vu l'évolution des maths et l'évolution des architectures. Donc, l'innovation se situe à l'interconnexion des deux, en créant des algorithmes et des méthodes numériques, ainsi que la production de logiciels qui mettent en œuvre les expertises des deux côtés, puisqu'il faut suivre en fait les évolutions des deux côtés pour faire des choses qui soient vraiment innovantes. Et puis, l'enjeu, c'est aussi de connecter avec un réseau de collaborateurs, faire des connexions avec d'autres disciplines et des entreprises pour être sur des points d'innovation en physique, en mécanique, en génie biomédical, et de travailler avec des ingénieurs dans les entreprises pour aller chercher en fait des problématiques sur lesquelles il y a des besoins au niveau innovation, et où on apporte à travers le logiciel des techniques mathématiques et numériques de nouvelles générations pour permettre d'accompagner l'innovation au niveau des entreprises, des PME et puis des autres disciplines scientifiques. Alors, pour illustrer ce genre de technique, donc là, j'en ai fini avec cette première partie, j'ai décidé, avec Loïc, de vous présenter en fait un cas d'école qui est le cas de la propulsion électrique. Alors, j'imagine que vous connaissez la propulsion électrique, mais je vais quand même rappeler un petit peu l'idée, c'est qu'en fait, il y a une petite révolution dans le voyage spatial, ça a changé la donne au niveau du voyage spatial, et en particulier dans le cadre du New Space avec les constellations et la miniaturisation en fait des satellites actuels. Donc en fait, la poussée en propulsion électrique comme en propulsion chimique se fait sur le principe de la conservation de la quantité de mouvement. Donc on éjecte de la masse dans une direction pour propulser le satellite ou la fusée. Alors l'idée, c'est qu'en général, quand on faisait de la propulsion chimique, la matière qui était éjectée et la matière qui apportait l'énergie, c'est la même chose. Et là, en fait, il y a une petite révolution du voyage spatial quand on a compris qu'on pouvait séparer la matière qui est éjectée pour faire la propulsion de l'énergie qui l'expulse. Donc là, l'énergie, maintenant, ça ne sera plus contenu dans la matière, parce qu'on va en fait ioniser un gaz lourd, par exemple le xénon, et puis l'énergie pour le ioniser va être produite par de l'énergie électrique avec quelques kilowatts qui viennent de panneaux solaires, par exemple. Alors, ce mode a longtemps été réservé aux satellites de télécommunications civiles et militaires qui opéraient en orbite géostationnaire, mais avec l'augmentation de la puissance, en fait, on est capable maintenant, avec ces propulseurs, donc typiquement ici, c'est un propulseur à effet Hall qui équipe maintenant 50% de la flotte de satellites et où on est avec des propulseurs tout électriques. Et bien, du coup, on est capable dans ce contexte-là, de propulser tout électrique les satellites avec un propulseur à effet Hall. On voit ici une image de ce type de propulseur où on combine un champ électrique et un champ magnétique pour confiner des électrons à très haute énergie qui vont ioniser un gaz lourd qui va être éjecté à grande vitesse et fournir la propulsion. Alors, ne nous trompons pas, la propulsion qui est proposée ici, c'est c'est une centaine de millinewtons à comparer avec la propulsion chimique qui propulse une fusée qui est de l'ordre des méganewtons au moment où on décolle.
Mais du coup, pour mettre des satellites en orbite, et en particulier dans le contexte du deep space et des voyages interplanétaires, eh bien, la propulsion électrique, c'est vraiment quelque chose qui a changé la donne et est en train de changer la donne, puisqu'il y a énormément d'innovation qui est menée à ce niveau-là dans la communauté physique et en ingénierie. Alors du coup, comme on équipe beaucoup des engins spatiaux avec ce type de propulsion électrique et que le pourcentage de la masse consacrée à la charge utile est extrêmement majoritaire par rapport à la partie qui est consacrée à la propulsion, et bien du coup, on se dit que pour concevoir les nouvelles générations de propulseurs électriques, on a besoin de la simulation numérique. Il se trouve qu'en fait, pour faire une simulation numérique complète d'une chambre de propulseur à effet Hall telle qu'on l'a présentée précédemment, il faudrait actuellement, avec des méthodes particle in cell, au niveau cinétique, environ 50 ans sur 10 000 cœurs de calcul pour simplement calculer 20 microsecondes, c'est-à-dire tout le début de la mise en place de la gaine et sur 10 cm3, ce qui est absolument énorme. Et on a besoin de méthodes de simulation à haute fidélité, mais à faible coût. Donc là, le faible coût, ça veut dire vraiment un changement d'ordre de grandeur. Et c'est un enjeu majeur pour la conception de nouveaux propulseurs ioniques. Alors, quels sont vraiment les enjeux? En fait, on a besoin d'aborder des problèmes qui sont extrêmement multi-échelles. De nos jours, tous les problèmes sont multi-échelles, mais là, on parle en fait, de résoudre des échelles spatiales. Le propulseur fait à peu près une dizaine de centimètres et on a besoin de mettre une dizaine de points, c'est-à-dire qu'on a 4 ordres de grandeur en termes du nombre de points qu'on doit mettre dans les 10 centimètres en question. Et puis, en termes d'échelle de temps, on a besoin de calculer au minimum 10 microsecondes, mais plutôt un facteur 10 de ces 10 microsecondes. Et on a besoin de résoudre des échelles de temps qui sont de l'ordre de la fraction de nanoseconde. Donc, on a 10 puissance 5 en général, 5 ordres de grandeur entre les différentes échelles. Et donc, il faut arriver à fournir une simulation abordable et prédictive de ce type de phénomène et en modélisant bien les couches limites aux parois, les gaines qui déterminent la corrosion et participent à la physique, et puis tous les phénomènes d'instabilité qui doivent être reproduits et qui sont essentiels au fonctionnement du propulseur. Donc là, les défis sont assez énormes et en fait, ce sont des phénomènes microscopiques, cinétiques, qui gèrent des effets macroscopiques, des instabilités ou des couches limites dont j'ai parlé et qu'il faut simuler. Alors, l'idée, c'est que soit on utilise des méthodes PIC dont on a parlé précédemment, qui sont effectivement assez coûteuses, mais qui pour le moment sont la méthode de référence qui permet dont on a démontré qu'elle peut reproduire effectivement la physique de ce type de décharge plasma ou de propulseur à effet Hall. Par contre, on construit des hiérarchies de modèles fluides pour lesquels, normalement, le coût devrait être bien moindre, mais par contre, il faut fournir des méthodes numériques extrêmement précises qui sont capables de décrire ce type de dynamique. Alors là, le problème qui apparaît, c'est qu'on a deux paramètres naturellement dans ce type de problème, qui sont la longueur de Debye et la fréquence plasma des électrons, qui sont deux paramètres extrêmement petits, qui gèrent en particulier la séparation de charge et puis la dynamique des électrons dans le processeur. Et en fait, dans la plupart des cas, ces paramètres très petits conduisent à des limites asymptotiques dans divers régimes qui rendent les simulations extrêmement délicates à mener. Alors, pour expliquer, je ne vais pas faire beaucoup de maths, mais je voulais quand même faire un petit peu de maths dans le contexte de la masterclass. Et donc, du coup, je vais essayer d'expliquer ce que sont les méthodes asymptotic preserving qui ont changé un petit peu la structure de comment on pense la résolution des équations dérivées partielles. Donc, si vous considérez l'équation hyperbolique de la chaleur, E, c'est ici, ça peut être homogène à une température, F, un flux de chaleur. Vous avez un petit paramètre epsilon qui est censé tendre vers 0. Et si vous avez les deux équations du haut, les deux équations aux dérivées partielles, eh bien, ces équations s'appellent les équations de Maxwell-Cataneo et décrivent la propagation de la chaleur à vitesse finie. Et dans la limite où epsilon tend vers 0, en fait, 1 sur epsilon F, le flux de chaleur, tend vers moins 1 sur sigma dxe, donc vous tombez sur l'équation classique de la chaleur. Donc Maxwell était un tout petit peu ennuyé parce qu'il se disait que l'équation de la chaleur propage l'information à vitesse infinie. L'équation que vous avez ci-dessus avec le petit paramètre 1 sur epsilon, donc 1 sur epsilon est très grand, c'est la vitesse de propagation de l'information. Du coup, c'est une propagation de l'information à vitesse finie. Donc, c'était beaucoup plus satisfaisant pour Maxwell qui disait c'est bizarre, si vous mettez un Dirac à l'instant t égale 0 au point x égale 0, avec l'équation de la chaleur, en tout temps supérieur, vous avez modifié la solution partout dans l'espace. Donc, vous avez en fait une propagation à vitesse infinie, ce qui est un peu étrange. Et donc, du coup, ce type de problème intervient aussi en transfert radiatif. C'est l'équation des télégraphistes aussi dans le contexte de la propagation de signal électrique. C'est une équation tout à fait intéressante. Alors, si vous essayez de résoudre cette équation, le système de deux équations à deux inconnues avec le petit paramètre epsilon, en général, quand vous allez avoir des limites asymptotiques dans votre système, elles ne seront pas satisfaites partout, donc vous allez avoir besoin de résoudre les deux premières équations. En fait, les méthodes numériques que vous allez utiliser vont induire une erreur de discrétisation
de l'ordre de grand taux de delta X sur epsilon. Et comme epsilon est tout petit, de l'ordre de 10-4, comme on a vu pour les problèmes qu'on le regarde, et comme on a des contraintes de stabilité sur le pas de temps qui sont de type plus petit que epsilon fois delta X, eh bien, on se retrouve avec un pas d'espace pour résoudre une distance de l'ordre de 1. On va avoir en fait 1 million de cellules dans le problème monodimensionnel, et on aura besoin de 10 milliards de pas de temps. Et donc d'itération en temps. Donc ça, même pour un problème monodimensionnel, ça pose des difficultés, c'est-à-dire ça devient extrêmement long, même sur un ordinateur actuel, donc on est un petit peu embêté. Et donc, du coup, il y a des méthodes, une nouvelle gamme de méthodes qui sont apparues ces dernières années qui permettent de faire des simulations où, en fait, on résout le système avec le petit paramètre epsilon, donc les deux équations que vous avez en haut à droite de l'écran. Mais en fait, vous êtes sûr qu'avec cette méthode, la méthode garantit que si à certains endroits vous êtes à la limite, eh bien l'équation limite sera résolue avec une très bonne approximation et vous êtes capable de monter avec ces méthodes asymptotic preserving, donc qui préservent l'asymptotique, de monter à l'ordre élevé. Donc ça, c'est une thèse qui est en cours et qui a apporté des résultats récents assez remarquables. Et en fait, sur le problème 1D, on peut avoir 3 à 4 ordres de grandeur d'accélération. Donc, on multiplie par 1000 à 10 000 l'efficacité du temps calcul à ce niveau-là. Alors, vous me direz, ça, c'est sur un cas très simple, simplement pour expliquer cette notion de schéma qui préserve l'asymptotique. Mais du coup, si on reprend maintenant les décharges plasma, on regarde des instabilités dans les plasmas froids à basse pression partiellement magnétisés qui sont très proches en fait, des difficultés qu'on va avoir dans les propulseurs à effet Hall, eh bien, si on prend un modèle fluide, grâce à la précision de ces schémas qui ont des propriétés de préserver l'asymptotique, eh bien, on va être capable de faire des simulations aussi précises que les méthodes PIC, c'est d'une première académique, qui reproduisent ces instabilités. D'habitude, les approches fluides et méthodes numériques associées ne permettent pas de reproduire ces instabilités. Donc là, il y a une rupture au niveau scientifique. Et d'autre part, on arrive à avoir une précision qui est meilleure que les méthodes habituelles avec un facteur 100 d'accélération par rapport aux techniques classiques. Et encore, on n'a pas utilisé l'adaptation de maillage ici pour ce type de calcul qui est rendu possible par ces techniques asymptotic preserving et qui permettent de diminuer la trace mémoire puisqu'on aura beaucoup moins de degrés de liberté. On a un facteur 10 sur le nombre de degrés de liberté en 2D. Et donc, ça, on a développé ça dans le code de calcul communautaire open source Samurai qui permet de faire ce type de calcul. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ces développements, disons, scientifiques, eh bien, on avance sur la performance de code et des géométries un peu plus réalistes, avec l'idée qu'on va aller vers de l'adaptation dynamique de maillage. Donc là, je n'ai pas montré, parce qu'on n'a pas de simulation 3D pour le moment des propulseurs ou des décharges plasma, mais ça, c'est des simulations, par exemple, diphasiques, où on arrive à avoir le maillage qui suit la dynamique d'une interface et d'avoir un calcul qui, en quelques heures de calcul, permet de simuler l'équivalent de 20 millions de mailles de calcul en 4 heures. On a diminué la taille du maillage par 10 avec l'adaptation de maillage dans des codes communautaires, open source, donc Canopy pour ce qui est présenté ici, et puis dans le code Samurai que je présenterai après, qui permet d'unifier l'adaptation de maillage, la multirésolution adaptative. Et puis, une fois qu'on a transféré ça sur des codes communautaires qui permettent d'avoir des géométries réalistes et d'avoir des bonnes performances de code sur le parallélisme massif, et bien du coup, on va vers le transfert vers d'autres disciplines. Donc là, on a une collaboration de longue date et très efficace avec le laboratoire de physique des plasmas, parce que nous sommes mathématiciens et pas physiciens. Mais du coup, nous interagissons avec le laboratoire de physique des plasmas de l'École polytechnique et le von Karman Institute for Fluid Dynamics à Bruxelles pour travailler dans ce type de contexte, ainsi qu'avec Stanford et l'Odon Institute à l'Université de Texas. Et puis, on travaille avec des industriels ou des instituts de recherche comme la NASA ou Lockheed Martin, et on a des partenariats en cours avec la startup TrustMe et le groupe Safran. Donc, du coup, ça explique un petit peu toute cette mise en route depuis des problèmes où on apporte l'innovation mathématique jusqu'au moment où on met ça en fait en musique sur des problématiques plus proches des applications et de l'innovation technologique. Alors, si on part maintenant, je donne un deuxième exemple rapide, si on part maintenant de l'application. Donc là, en fait, je me suis mis dans le contexte de faire une simulation de ce qui se passe autour d'un train d'atterrissage de Boeing 777, qui est une simulation massive qui est faite par le NASA Ames Advanced Supercomputing Division, avec qui nous travaillons, qui comporte en fait 2,3 milliards de degrés de liberté avec 12 niveaux d'adaptation de maillage pour simuler en fait l'ensemble des échelles et en particulier la propagation du bruit en fait du train d'atterrissage à la fois pour l'avion et puis pour l'environnement. En fait, ces techniques-là, donc c'est de la mécanique des fluides. En général, on résout les équations de Navier-Stokes. Et en fait, le groupe de la NASA travaille avec les techniques qu'on appelle de Boltzmann sur réseau, qui permettent de gagner un facteur 15 d'accélération par rapport aux techniques classiques de simulation en mécanique des fluides. Alors, l'idée, c'est que, en fait, qu'est-ce que c'est que ces méthodes de Boltzmann sur réseau, qu'on appelle lattice Boltzmann method?
Eh bien, en fait, on veut résoudre des lois de conservation qui décrivent des écoulements de type fluide, donc des équations de l'air ou de Navier-Stokes, des milieux diphasiques, et on va en fait faire comme si on remontait au niveau Boltzmann, c'est-à-dire avoir une vision mésoscopique qui utilise plus de variables qu'on avait au départ dans les équations pour essayer d'approcher le problème. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Vous avez le modèle macroscopique, et puis on va construire un modèle mésoscopique, donc Lattice-Boltzmann method, avec plus de variables. Donc, par exemple, si vous voulez résoudre Navier-Stokes en dimension 2, eh bien, on va faire un schéma qu'on appelle le D2Q9 en 2 dimensions avec 9 vitesses. Donc, en chaque point de votre réseau, donc vous avez un maillage cartésien, et à chaque point du réseau, en fait, vous avez 9 familles de particules. Donc, vous voulez résoudre à la fin Navier-Stokes en 2D. Donc, finalement, vous n'avez que 2 variables. Et en fait, ici, vous avez 9 familles de particules qui se déplacent avec des vitesses différentes sur le réseau, des vitesses 0 et puis 8 vitesses dans les différentes directions du réseau. Et en fait, on décrit comme si on travaillait au niveau Boltzmann des densités de particules pour chaque élément, en fait, à chaque point du maillage. Et puis, les n les n premiers moments qui sont obtenus à partir des f par une transformation linéaire, eh bien, ce sont des moments qui correspondent au moment de l'équation macroscopique de conservation en chaque point. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 2 étapes qui sont, au niveau algorithmique, vont être extrêmement efficaces sur diverses architectures, donc en particulier les GPU. On va commencer par faire une étape de collision, ce qui va être local, où on va faire collisionner toutes ces particules, avec, pour les moments conservés, eux, ils n'auront pas de collision. Les collisions, on les laisse invariants. Et puis, les moments non conservés, on a une relaxation linéarisée qui est locale, et donc, c'est un problème qui est embarrassingly parallèle, donc on peut le distribuer de manière extrêmement efficace. Et puis ensuite, on aura une étape de transport. Donc là, les particules vont voyager d'un point à l'autre avec leur propre vitesse. Donc en fait, ces voyages d'un point à l'autre, c'est simplement un décalage des données en mémoire. Et donc du coup, ça nous permet d'avoir une implémentation extrêmement efficace. Alors, ces méthodes de Lattice-Boltzmann sont vraiment, on l'a vu, sur des applications extrêmement efficaces, mais il reste quand même un certain nombre d'enjeux. Donc, en particulier, on n'est pas toujours exactement sûr des équations qu'on résout, c'est-à-dire la notion de consistance avec les équations de départ, quand on a discrétisé avec Lattice-Boltzmann, ce n'est pas forcément clair, il reste des problèmes de stabilité qui sont mal définis par rapport aux techniques standards. Et puis, quand on veut faire de l'adaptation de maillage, on est un petit peu embêté parce qu'on s'aperçoit que les ondes acoustiques, quand il y a des sauts de maillage, rebondissent en partiellement et on a des ondes parasites qui se mettent en place. Et finalement, les conditions limites sont parfois assez difficiles à imposer, ça pose des difficultés théoriques. Et donc, on a introduit en contexte de ce qu'on fait dans le groupe, et en particulier dans la thèse de Thomas Bellotti, une analyse mathématique complètement nouvelle, en fait, où on peut montrer que tous ces schémas ne sont en fait rien d'autre que des schémas de différence finie multipas. On peut avoir des outils mathématiques pour les utiliser, et on peut les implémenter sur des maillages adaptés avec l'approche d'Arten sur la multirésolution adaptative sur base d'ondelettes, qui permet à la fois de contrôler l'erreur et de complètement maîtriser ces réflexions qu'on peut avoir sur les ondes acoustiques au travers des sauts de maillage. Et là, encore une fois, c'est pour ça que j'ai pris ce deuxième exemple. Vous avez par exemple une simulation d'une onde de choc qui se propage avec la couleur correspond au niveau qu'on est en train, donc le niveau de maillage s'adapte à la dynamique du problème. Donc, on a juste le nombre de mailles nécessaires pour avoir une précision équivalente à la simulation sur le maillage le plus fin. Et en fait, on a mis ça dans le même code open source Samurai que celui qu'on avait utilisé précédemment pour la partie plasma, résolution des plasmas. Donc, du coup, ça conclut cette deuxième partie. Donc, on voit ici l'interaction entre l'implémentation, l'innovation mathématique et puis le lien avec les applications et l'innovation. Alors, il ne vous aura pas échappé que, en fait, les 2 outils mathématiques qu'on a développés ont été implémentés dans un même code Samurai. Donc, dans l'équipe, nous développons, et en particulier Loïc Doirin et les ingénieurs calcul du groupe, travaillent au développement de codes communautaires open source qui sont donc ouverts à la communauté, et avec l'idée d'avoir des outils qui servent pour un ensemble d'applications. Donc, par exemple, Samurai sert aussi bien pour la physique des plasmas, des problèmes de propulsion électrique, des problèmes de prédiction du temps solaire avec la NASA, Electron Transpiration Cooling pour les problèmes de rentrée hypersonique, des écoulements diphasiques, la simulation numérique directe des piles au lithium, par exemple, avec Total Énergie. Et donc, du coup, on voit que même au niveau du code, là, il y a une nouvelle structure de données basée sur des algèbres d'ensemble qui est très innovante sur la façon de gérer. On peut faire de l'AMR ou de la multirésolution adaptative avec une même structure de données, très facile d'implémentation pour des nouveaux utilisateurs et qui permettent de créer un écosystème pour les applications et de collaboratifs. Et puis, on a mis en place de nouvelles approches avec ordonnancement de tâches pour le parallélisme en lien avec QuantStack et Google et l'Onera, en particulier dans la thèse de Kevin Barré. Donc, en fait, on a un même code pour l'ensemble des applications proposées.
Donc, du coup, on voit qu'à ce niveau-là, comment dire, le code ici, c'est un code open source et nous, on se positionne en acteur actif de la science ouverte, qui nous paraît un point très important actuellement, c'est-à-dire de garder des codes open source, des ressources éducatives libres, des données ouvertes, des publications scientifiques ouvertes, et au-delà des logiciels libres, des codes sources ouverts, d'avoir du matériel ouvert, que ce soit pour l'enseignement, donc des notebooks Jupyter qui sont disponibles pour les élèves de toute origine, et puis comment dire, des notebooks Jupyter qui servent aussi à faire de la reproductibilité des méthodes numériques avec lesquelles on travaille et qui sont joints aux publications, elles aussi ouvertes. Alors, dans un cadre plus large, là, je vous ai simplement présenté deux exemples qui étaient liés à la physique des plasmas et aux méthodes de Lattice-Boltzmann pour la simulation aérodynamique. Mais on travaille dans différents types d'applications. Vous avez par exemple une flamme qui vient de Stanford, où on voit la nappe laser qui illustre l'injection diphasique avant que la flamme se mette en place. Et il y a un ensemble de problèmes de modélisation aux grandes échelles de ces écoulements diphasiques pour l'injection dans les moteurs aéronautiques et automobiles. On a un ensemble de problèmes sur lesquels on a travaillé. Je ne vais pas forcément être exhaustif à ce niveau-là, mais en fait, l'idée, c'est que la dynamique que j'ai présentée sur les deux problèmes en question se retrouve dans tout un tas d'autres exemples, et c'est exactement le même principe de connexion et d'innovation en lien entre les maths, l'informatique et puis les applications. Donc, par exemple, avec l'Onera, on a développé des algorithmes de couplage de code qui permettent de faire la simulation de l'allumage dans les chambres de combustion en propulsion solide ou dans les missiles, et qui était quelque chose qui restait un peu en suspens et qu'on a réussi à faire par des méthodes mathématiques de nouvelle génération. Très bien. Donc, du coup, l'idée, c'était de vous donner une petite idée dans cette deuxième partie de l'exposé de ce qu'on peut faire dans un contexte scientifique. Maintenant, alors, il y a comment dire, donc encore une fois, en propulsion solide ou en physique solaire ou même en génie biomédical. Donc, du coup, j'aimerais terminer l'exposé avant de passer à vos questions en rappelant un petit peu qu'est-ce que l'initiative HPC Atmat a pu apporter en fait à l'école polytechnique. Alors, on travaille selon 4 axes dans le contexte de l'initiative. Donc, développer un potentiel de recherche, c'est-à-dire des équipes à la fois de chercheurs, d'enseignants-chercheurs et d'ingénieurs calcul qui travaillent sur l'initiative, ce que vous venez de voir. Il y a une interface entrepreneuriale que je pense avoir déjà bien ébauchée, sur laquelle je ne vais pas revenir, à la fois avec des grands groupes, mais surtout avec des PME et des startups pour être vraiment au cœur de l'innovation. Et puis, il y a 2 points que je n'ai pas trop évoqués jusqu'à maintenant, c'est que quand on fait du calcul haute performance, on a besoin de moyens de calcul. Alors certes, on peut faire tourner nos codes sur les grands centres nationaux, ce qu'on fait, mais on a besoin de ressources en fait en local, donc on a besoin de moyens de calcul. Et d'autre part, on doit former les étudiants à ce domaine, et donc on a mis en place des filières d'enseignement. Donc je vais essayer de rappeler rapidement les 2 points 2 et 3 pour montrer en fait la cohérence globale et quel est l'impact de l'initiative au niveau de ce qui se passe à l'école polytechnique. Alors, on a mis en place un mésocentre de calcul et de données, d'abord à l'école polytechnique, puis maintenant dans le contexte de l'Institut polytechnique de Paris. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, l'idée, c'est de mettre une machine au départ de 2000 cœurs de calcul accessible à une communauté de laboratoires qui ont initié le projet. Donc, au début, on avait 4, puis 6, puis on est en train de monter en puissance, avec 3000 cœurs maintenant et des nouveaux partenaires, y compris comment dire, l'IHES et des partenaires comme l'UMA à l'ENSTA. C'est opérationnel depuis l'été 2021. Et en fait, ce n'est pas seulement une machine de calcul, donc c'est aussi mettre en place une communauté autour des méthodes numériques de nouvelle génération et leur implémentation sur les nouvelles architectures. Et du coup, d'avoir en fait un ensemble de partenaires avec lesquels on travaille dans l'esprit du computational science, donc avec une collaboration interdisciplinaire qui est parfois un peu difficile à mettre en place en France, parce que les silos disciplinaires sont assez stricts. Et du coup, d'avoir en fait un mésocentre. Donc, pourquoi mésocentre? C'est intermédiaire entre la machine qu'on a dans un laboratoire, qui est un serveur qui rentre dans un bureau, et puis les grandes machines sur lesquelles on tourne au niveau des grands centres nationaux. Et là, on a une machine à disposition où on a un accompagnement avec des ingénieurs calcul qui peuvent nous aider à faire passer nos codes sur des architectures parallèles. Alors du coup, pour faire tourner mettre en place ce type d'architecture, pour lequel l'initiative a eu un rôle clé pour initier au niveau financier, mais l'école polytechnique a beaucoup contribué à ce niveau-là. On a créé aussi une unité de service qui s'appelle infrastructure données et calcul scientifique,
Donc, en fait, quand ça a été créé en milieu de l'année 2020, c'est inspiré de ce qui se fait dans les grandes universités dans lesquelles on a passé du temps, donc en particulier Stanford et le PFL, où en fait, on a des unités comme ça qui soutiennent la mise en place de grandes infrastructures. C'est un ensemble d'ingénieurs, administrateurs systèmes et réseaux et calculs qui soutiennent les grands projets d'infrastructures informatiques de l'école et de l'Institut Polytechnique de Paris. Et ça permet d'avoir beaucoup de réactivité sur l'évolution des infrastructures et de soutenir la communauté, de créer en fait cette communauté. Et ça a vocation à devenir un peu comme dans les endroits où les choses sont un peu, comment dire, de très bonne qualité à ce niveau-là, comme à Grenoble, à devenir une unité d'appui à la recherche. Donc, il y a eu un effort assez important mené avec succès. Donc ça nous sert dans le contexte de l'initiative HPC, puisqu'on va faire nos calculs sur le mésocentre de calcul, mais c'est quelque chose qui apporte aussi un soutien à l'ensemble de la communauté enseignement-recherche de l'école polytechnique. Et là, on a eu un rôle clé à ce niveau-là. Et on a joué aussi au niveau de l'enseignement à créer une filière d'enseignement qui corresponde à ce qu'on veut faire en analyse numérique et en calcul haute performance. Donc, en particulier, c'était une demande, on avait discuté de ça avec les ingénieurs, par exemple, du CEA, de la division des applications militaires, où en fait, ils avaient du mal à recruter des personnes qui étaient à la fois compétentes sur la partie maths appliquée et sur la partie implémentation sur les nouvelles architectures, ou sur les architectures parallèles. Donc, avec un cours de deuxième année, un cours de troisième année M1, un cours de troisième année sur les algorithmes et la conception logicielle en C++ moderne pour les mathématiques appliquées, et puis des cours de méthode numérique avancée avec l'implication en particulier de PME comme QuantStack qui nous accompagne dans le contexte de l'initiative, et puis d'avoir aussi de se mettre dans le contexte du projet Candice. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, Candice, c'est un projet qui est dont le maître d'ouvrage est l'INRIA et le maître d'œuvre est l'Université Paris-Saclay, dans lequel l'école polytechnique a un rôle clé dans le consortium. Et du coup, c'est un projet qui, en fait, envisage de mettre en place une infrastructure libre et souveraine pour l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur autour de l'environnement Jupyter, qu'on utilise beaucoup dans les cours et qui a été vraiment très apprécié par les élèves, au point qu'ils nous ont aidés à mettre en place des journées autour de Jupyter. Et donc, du coup, le projet Candice, eh bien, du coup, est amené à avoir une infrastructure pour éviter, quand on fait des cours, de devoir faire appel aux GAFA quand on a besoin d'infrastructures pour mener les cours. Donc, il y a des formations qui sont mises en place et puis développement pédagogique à ce niveau-là. Et on a mis en place en plus un Jupyter Hub à l'école parce qu'on est un peu à la pointe dans le cadre du projet Jupyter. Par exemple, le Higourin est très impliqué dans le cadre des développements du projet Jupyter lui-même. Donc, c'est un domaine innovant pour l'enseignement et la recherche. Il y a plusieurs départements de l'école qui sont impliqués initialement, et puis ça s'étend vers l'IP Paris. Et du coup, il y a des partenariats avec Virtual Data d'une côté de l'Université Paris-Saclay, avec OVH en cours de mise en route pour systématiser. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, l'environnement Jupyter, c'est un environnement de développement qui permet d'avoir des cahiers extrêmement interactifs dans lesquels on peut mettre du texte, des équations en LaTeX, des images, des films, des widgets qui permettent de faire des animations extrêmement intuitives au niveau pédagogique, de faire du collaboratif. Et c'est un environnement qui a été adopté par un ensemble d'entreprises et d'institutions comme la NASA, Google, Netflix ou Bloomberg, et qui est présent maintenant un petit peu partout. Et on pense qu'il faut former nos étudiants à ce genre de choses. Et donc, ils peuvent faire tourner sur le cloud Jupyter qu'on a mis en place. Donc, ce que vous avez à gauche, c'est une image de ce qui avait été fait à Berkeley avec le cours de Data Science 8, où il y avait 1300 personnes qui se connectaient en live au Jupyter Hub pour faire les TP en live pendant que le cours était donné dans l'amphi. Du coup, pour conclure un petit peu sur ce que j'ai voulu essayer de vous présenter dans le contexte de cette masterclass, l'idée, c'était d'essayer de vous convaincre qu'on a un positionnement pertinent au cœur de l'innovation en essayant de joindre l'expertise mathématique qu'on développe. Alors, il y a tout un environnement au CMAP. Je n'ai pas pu détailler tous les aspects, mais effectivement, il y a des aspects comment dire, d'optimisation, des aspects de machine learning, de statistiques. Enfin, on connecte avec toute l'expertise du laboratoire. L'expertise informatique, donc ça, c'est un point qui est assez singulier dans le paysage national, dans un laboratoire de maths, d'avoir un groupe d'ingénieurs de recherche de haut niveau, experts en calcul, et des développeurs qui sont connectés directement au développement mathématique. Un réseau de collaboration sur les différents axes scientifiques et les entreprises, et puis la production de logiciels dans un contexte open source, où on revient au petit schéma qu'on avait vu tout à l'heure, avec le logiciel au cœur qui capitalise en fait toutes ces connexions et innovations, mais aussi de créer un écosystème qui profite en fait à l'école et à l'Institut Polytechnique de Paris. Le projet, en fait, je ne détaille pas forcément, mais en forte progression, mais on a encore besoin de renforcer l'écosystème, en particulier au niveau de l'équipe d'ingénieurs de recherche experts en calcul. Et donc, on le fait dans le contexte du lien avec la Fondation qui nous accompagne dans ce contexte-là.
Avant de terminer, j'aimerais exprimer quelques remerciements parce que vous aurez bien compris que tout ce qu'on fait dans le contexte de l'initiative ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas une personne ou deux personnes qui travaillent, c'est un ensemble de personnes qui travaillent ensemble dans un contexte collaboratif fort. Et donc, il y a les doctorants, postdoctorants, des ingénieurs calcul, mais aussi des ingénieurs valorisation et project managers qui nous aident à suivre en fait l'évolution de l'initiative, ainsi que des collaborateurs au sein du CEMAP et ailleurs et au niveau des industriels, des PME et des startups. On a besoin du soutien aussi à l'école polytechnique de toute la partie gestion au niveau labo et puis de l'unité de service IDCS qui apporte un soutien très conséquent à ce qu'on fait dans le contexte de l'initiative. On travaille avec le pôle diversité réussite et la déléguée à la diversité dans le cadre du projet Candice pour mettre en place en fait ces nouveaux développements qui se passent dans le contexte de Jupiter et les amener jusque dans des lycées qui sont éventuellement dans des zones qui ne sont pas forcément favorisées, et puis de travailler avec la cellule e-learning qui nous aide dans la partie pédagogique. Et j'aurais terminé par des remerciements à la Fondation, donc à la direction de campagne, avec un petit clin d'œil à Isabelle Andréani, qui nous a accompagnés là, à un moment clé pour l'évolution en fait, du projet. Toute l'équipe de la Fondation, donc Jean-Paul qui est là et qui a mis sa caméra, que je salue à cette occasion, et puis le grand donateur qui nous a soutenus depuis le début et qui, par son écoute, son soutien et ses conseils. Et sur ce, eh bien, je vous remercie pour votre attention. Marie, je te rends la parole. Oui, me revoilà. Merci, merci infiniment pour cet exposé extrêmement complet et très enthousiasmant sur l'impact de ce projet, de cette initiative. Est-ce que vous avez tous bien accès au chat? Vous pouvez poser vos questions. Peut-être avant de les prendre, Loïc, je crois que vous êtes encore avec nous. Peut-être si vous pouvez également vous connecter, voilà, mettre votre micro et votre caméra. Je ne sais pas si vous avez peut-être quelque chose à ajouter à cette présentation avant de prendre les questions. Non, c'est vrai, on peut prendre les questions. Oui. Très bien. Alors, une première question sur un ordre de grandeur du coût de ce centre de calcul. Alors, ça, c'est une très bonne question. En fait, alors, quand on veut mettre en place un centre de calcul, un mésocentre de calcul, il y a plusieurs choses auxquelles il faut penser. Donc, d'une part, on va d'abord acquérir une machine. Et puis, on a vu que quand on parle de coût, donc là, je vais donner le coût uniquement de l'infrastructure, mais en fait, il y a un coût assez important parce qu'il y a toute une équipe qui se met derrière pour, du coup, administrer la machine, aider les gens à faire passer leur code sur le mésocentre de calcul. Donc, en fait, la façon qu'on a eu de fonctionner, c'est que on a pris une partie de la dotation dans le contexte de la fondation pour l'initiative HPC qui a représenté à peu près 80 000 €. Et puis l'école est donc ça comme une sorte de détonateur. Et puis l'école a été convaincue de la pertinence du projet, donc la direction de l'enseignement et de la recherche a elle-même fourni une bonne partie du coût initial de la machine du mésocentre. Et en fait, on demande à chaque partenaire, parce que c'est une vision très communautaire, donc chaque partenaire qui intègre le projet arrive avec un financement correspondant à ses besoins en termes de coût calcul, des personnels qui viennent aider à l'administration de la machine et à la communauté scientifique. Et puis, on arrive avec la contribution des labos, de la direction de l'enseignement et de la recherche et la contribution de l'initiative initiale, on est arrivé en fait entre ça et le Jupiter Hub à environ une infrastructure de 1,3-1,4 million d'euros. Je ne sais pas si ça répond suffisamment à la question. Donc, l'idée, c'est que ça, c'est l'investissement initial. Mais en fait, au bout de 5 ans, en général, les machines évoluent et au bout de 5 ans, on doit renouveler le mésocentre de calcul. Donc, en fait, on s'engage sur une voie où en fait, on met à disposition des personnes dans le centre de recherche d'un outil de calcul. Mais en fait, au bout de 5 ans, il faudra changer la machine. Donc, en fait,
comment dire, l'écosystème qu'on a créé autour de ça, c'est d'être capable de facturer les heures de calcul au niveau de l'école pour que l'école puisse thésauriser. Et donc, les gens qui vont chercher des projets ERC ou des projets à l'ANR ou des projets à la DGA, on a fait ça, par exemple, de notre côté avec le Centre interdisciplinaire de défense qui s'est mis en route à l'école. Et bien, du coup, on peut facturer à tous ces, comment dire, facturer au projet des heures de calcul. Et de cette manière, l'école commence à mettre en place, disons, le financement du renouvellement de la machine dans 5 ans. Je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent. Alors, il faut que, hop, je remonte un petit peu, pardon. Hop. Excusez-moi. Alors, on commence à parler de calcul haute performance as a service, HPCAAS pour les initiés. J'ai vu d'ailleurs, pardon, excusez-moi, c'est pas très pratique pour lire les questions dans le chat. J'ai vu mention d'OVH qui est un prestataire de services dans le nuage. Des commentaires sur cette évolution. Excusez-moi, c'est pas facile. Louer le temps de calcul plutôt que d'investir du capital. Oui, alors ça, c'est une bonne remarque. Alors, du coup, comment dire, à ce niveau-là, louer du temps de calcul, donc ça, c'est quelque chose qui est une question qui est récurrente, parce que c'est une question qu'on se pose dès le début quand on commence à vouloir mettre en place un mésocentre de calcul, de pouvoir louer du temps de calcul. Donc, 2 éléments à ce niveau-là. L'intérêt qu'on peut avoir à ce niveau, c'est que le service est du coup assuré, parce qu'une fois qu'on a loué le temps de calcul, et bien du coup, le service est assuré, on est sûr d'avoir une machine de calcul à notre disposition. Dans un contexte où on veut travailler avec une communauté et avec des ingénieurs qui sont, comment dire, qui montent en termes de savoir-faire et d'évolution rapide des machines de calcul, l'idée, c'est de pouvoir associer à la fois les administrateurs système, les ingénieurs calcul autour d'une machine en évolution constante. Et ça demande à ce que, comment dire, il y a un savoir-faire qui se met en place, il y a une communauté au niveau des ingénieurs qui permet de répondre, je pense, beaucoup mieux aux questions qu'on se pose. Alors là, on est sur les machines de calcul. Quand on travaille en termes d'un Jupyter Cloud, donc le Jupyter Cloud, en fait, je laisserai Loïc peut-être compléter ce que je dis, parce que c'est lui qui a, avec David Delavena, au niveau de l'école, qui ont mis en place en fait le Jupyter Cloud pour l'enseignement et la recherche. En fait, à ce niveau-là, on acquiert, au départ, c'était une machine de calcul, pour mettre en place un cloud qui était où il a fallu beaucoup de développement technique et d'expérience pour arriver à la faire fonctionner et la mettre en place pour les élèves et les enseignants-chercheurs. Mais en fait, on a acquis un certain savoir-faire à ce niveau-là qui nous permet maintenant d'aller taper à la porte d'OVH et de non pas être en mode on va demander juste un service, mais par contre, on va mettre en place une chaire de collaboration sur l'enseignement et les nouvelles techniques de l'enseignement avec un savoir-faire à notre niveau qui est un peu l'équivalent de ce que les gens côté OVH peuvent faire. Et là, dans ce contexte-là, bien sûr, nous, on ne peut pas assurer, puisque c'est des ingénieurs qui ne font pas que ça et qui ont d'autres tâches, en fait, on ne peut pas assurer un service 24/24 sur le Jupyter Hub, mais par contre, on va pousser ensuite l'enseignement à se faire sur un cloud qui sera, lui, mis à disposition par un professionnel du cloud. Donc, en fait, on a 2 stratégies un peu différentes sur le calcul haute performance et les machines de calcul pour la simulation numérique, et puis, d'autre part, sur le Jupyter Cloud. Loïc, tu veux compléter ce que je viens de dire? Oui, je veux bien compléter un petit peu ce que tu viens de dire, Marc. Du coup, effectivement, le HPC as a service, c'est quelque chose qui est assez récent. Le cloud, initialement, était vraiment plutôt prévu pour des applications qui étaient en barre parallèle, c'est-à-dire où il n'y avait pas besoin de beaucoup d'échanges, et notamment les réseaux en fait, qui reliaient les machines du cloud étaient des réseaux avec un débit pas forcément important. Et le problème, c'est quand on fait du HPC, on a besoin de communiquer de manière très, très rapide entre les nœuds de calcul. Et donc, dans les grands centres de calcul, on a ce qu'on appelle de l'infini-bande qui permet d'avoir des débits très, très rapides. Donc, c'est quelque chose qui commence à arriver dans les clouds, mais qui n'est pas encore très, très développé. Et donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir s'assurer que quand on fait son calcul, on est bien sur une architecture qui nous permet d'avoir ce genre de choses. Je pense que c'est essentiellement lié au développement de l'IA ces dernières années, et notamment avec les calculs sur carte GPU qui font que tout ça, c'est en train de vraiment évoluer. Et donc, il faudra probablement voir dans les prochaines années ce que ça deviendra.
Mais Marc a dit quelque chose de très important. Je pense qu'il faut aussi ça ne suffit pas d'avoir les machines, il faut comprendre comment elles fonctionnent pour pouvoir bien les utiliser. Du coup, il faut des équipes qui puissent regarder un petit peu le fonctionnement de la machine et puis pouvoir, entre guillemets, bidouiller. Et ça, c'est quelque chose qui sera pas possible si on part sur des offres de services. Voilà. Merci. Il y a pas mal de questions qui sont arrivées. Je vous en pose une. On voit beaucoup de relations avec des entreprises américaines privées. Par ailleurs, votre contribution semble principalement orientée en open source. Comment se passe l'appropriation? Ou bien n'y a-t-il pas une récupération par ces entreprises de ces développements open source? Oui, c'est une bonne question. Alors, l'idée, c'est que les modèles de fonctionnement, il y a quelques années, étaient plutôt basés sur des codes de calcul qui étaient effectivement des codes de calcul que les entreprises développaient ou co-développaient et sur lesquels il y avait des propriétés assez importantes. Là, on est sur nous, dans ce qu'on développe, en fait, le développement qu'on propose, en fait, il est essentiellement sur la compréhension, c'est-à-dire juste prendre ce qu'on est en train de faire au niveau open source et puis juste l'utiliser pour un cas donné. En fait, ça risque d'être assez compliqué. C'est-à-dire il y a vraiment un service qui va avec et qu'on amène de notre côté. Donc, du coup, on n'est pas très inquiet sur, sur la réappropriation, parce que de toute façon, en fait, on publie sur ces questions. Donc, en fait, toutes les techniques mathématiques qu'on développe sont publiées dans des publications et donc sont disponibles. Donc là, on a simplement, en fait, on relie même les publications dans le contexte dont on parlait tout à l'heure de l'open science. Donc, en fait, quand on fait une publication, il y a aussi un prototype qui est accessible par la personne qui va lire la publication et qui va reproduire, en fait, le calcul correspondant. Donc ça, on n'a pas vraiment d'angoisse sur ces parties-là. Alors après, effectivement, quand on travaille avec SpaceX, pour aller dans le sens de la question, effectivement, là, il y a un certain nombre de contraintes. Avec eux, on n'est pas sur le mode, on fournit en fait c'est plus une collaboration pour voir ce qui les intéresse et ce qui nous permet d'orienter certaines des recherches qu'on peut faire, même si via le NDA, on ne peut pas dévoiler plus que ça. Mais par contre, l'idée, c'est qu'effectivement, sur la plupart des collaborations avec Total, avec Safran, a priori, ce qu'on développe ici, c'est vraiment des visions totalement open source et je ne pense pas que ça pose tant de difficultés et que même l'évolution est telle que les choses vont dans ce sens-là globalement. Loïc, tu peux peut-être aussi compléter. Oui, je peux appuyer ce que tu viens de dire. Effectivement, au niveau des entreprises, on voit un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on était principalement sur des codes fermés et payants, et là, de plus en plus d'entreprises se tournent vers l'open source. Alors pourquoi? D'une part, parce que l'open source forme une communauté, donc ça veut dire qu'il n'y a plus une équipe de développement qui est dédiée à un logiciel, mais il y a potentiellement des dizaines de développeurs un peu partout dans le monde qui sont prêts à contribuer à l'outil, donc ce qui fait que ça va beaucoup plus vite. Et donc, du coup, on a une plus grande visibilité et ce qui permet de vraiment avoir des gros gains en termes d'ajout dans la bibliothèque, etc. Donc, je pense que les industriels commencent vraiment à avoir l'intérêt de l'open source dans ce genre de cas. Et si on regarde un peu ce qui se fait aux États-Unis dans le contexte de l'Exascale, avec le projet ECP, on est sur les mêmes dynamiques. Loïc, je ne me trompe pas. Là. Donc, du coup, ça va c'est dans ce sens-là que les choses évoluent. Merci. Encore quelques questions. La prise en compte de la nécessité de l'amélioration mathématique n'a-t-elle pas trop tardé? Il semble que dans les années 2000-2015, les modélisateurs se reposaient uniquement sur l'amélioration des performances en termes de puissance de calcul. Est-ce que des entreprises totalement... Pardon, ça c'est une autre question. Alors, tarder, je ne pense pas que je vais émettre un jugement sur cette question, parce que c'est une question qui est un peu difficile. Par contre, je pense qu'effectivement, il y a eu un moment où en fait, il y a une rupture autour des années 2010-2015 avec l'idée que
Avant, il y avait des codes qui ont été développés. On arrivait à faire des simulations assez conséquentes, effectivement, avec l'évolution des architectures de calcul sur lesquelles on faisait tourner, avec des techniques de parallélisme qui restaient relativement raisonnables. On était même dans un contexte où une équipe dans une entreprise pouvait simplement développer un logiciel et puis faire des calculs de très, très bonne facture sur les besoins. Et puis, il y a un moment où en fait, les architectures ont évolué, puis on est passé sur un mode où si on regarde par exemple ce qui se passe en plasma, les problèmes sont extrêmement multi-échelles, c'est-à-dire qu'on arrive sur des problématiques où en fait les techniques normales de calcul en fait ne fonctionnent plus. Donc en fait, je pense qu'à un moment on est passé sur un mode où en fait tant que ça suffisait pour répondre aux problématiques entre guillemets industrielles et appliquées sur les phénomènes qu'on voulait modéliser et simuler, a priori pas trop de soucis. Et puis à un moment où on s'aperçoit que du coup, on a des aspects multi-échelles avec des tout petits paramètres qui sont en jeu, les techniques habituelles ne fonctionnent plus, et là, du coup, on a besoin de rupture pour avancer. Et c'est sous cette pression que là, les techniques mathématiques sont venues, enfin, c'est un peu une vision des choses, sont venues aider en fait à libérer ces questions. Merci. Peut-être encore une question. Jean-Philippe Bouchot développe des modèles d'agents dans le domaine économique. Il souligne combien les disciplines travaillent en silo, vous l'avez évoqué, lui-même étant venu de la physique. Et au-delà des exemples que vous nous avez présentés, menez-vous des travaux en économie? Non, pas en économie. On a été amené à, comment dire, à travailler plutôt dans le domaine des sciences humaines et sociales en lien, alors pas directement au niveau recherche, mais plutôt avec des étudiants sur des questions de modèles de votants, de systèmes dynamiques et de modèles de votants. Et on interagit un peu avec le CAMS, qui est l'école des hautes études en sciences sociales, mais pas directement sur des problèmes d'économie pour le moment. Non, il n'y a pas eu d'interaction, mais effectivement, ça pourrait être un problème sur lequel en fait, on puisse se pencher. Là, actuellement, en fait, ça paraît peut-être long pour certains, mais développer ce qu'on a développé entre 2017 et 2022, en fait, il y a pas mal de choses qui ont été mises en place. Et en fait, sur les problèmes sur lesquels on travaille, que j'ai que partiellement abordé dans le contexte de la masterclass, on est déjà pas mal occupé, c'est-à-dire que pour aborder d'autres disciplines, il nous faut aussi des personnes compétentes dans ces disciplines et de créer l'interface. C'est-à-dire, je n'ai pas eu le temps d'en parler dans le contexte de la masterclass, mais créer par exemple cette interface avec le domaine aéronautique et spatial, ça demande un temps très conséquent de création de partenaires, d'être en confiance, de créer un dialogue où on est capable d'interagir ensemble et de savoir exactement qu'on parle de la même chose. J'ai passé en fait une dizaine d'années dans un laboratoire d'ingénierie où j'ai installé une équipe de mathématiques dans un laboratoire d'ingénierie avant d'arriver à l'IX. Et du coup, l'idée, c'est que créer cette interface avec ce domaine de l'aéronautique et du spatial, ça a pris beaucoup de temps et de se mettre en confiance et de voir que les mathématiciens peuvent apporter des outils novateurs dans le domaine applicatif. Donc, il y a une question de mise en de temporalité, en fait, c'est-à-dire pour aborder, casser les silos disciplinaires, en fait, il y a une temporalité qui est forcément un peu plus longue que pour le moment ce qu'on a eu comme temps pour développer le projet depuis 2017. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais du coup, oui, effectivement, c'est intéressant, mais entre guillemets, on n'a pas pour le moment suffisamment de ressources pour attaquer tous les problèmes. Alors, on a encore un petit peu de temps pour les questions. Le HPC a été typiquement associé à des architectures dites scale-up, grosse bécane multiprocesseurs en partage mémoire. Dans quelle mesure les tendances scale-out, grappe de serveurs avec CPU ou GPU en réseau, commencent-elles à s'appliquer aux classes de problèmes HPC? Cela suppose de pouvoir partitionner et paralléliser les calculs si la chose s'y prête. Alors, Loïc, tu veux prendre la question Alors, du coup, si cela suppose de pouvoir partitionner et paralléliser les calculs, donc ça, c'est quelque chose sur lequel maintenant, on n'a plus trop le choix. C'est ce qu'a présenté Marc au tout début de la présentation, c'est qu'on commence à avoir des architectures très, très hétérogènes avec du multicœur sur plusieurs procs avec des cartes accélératrices donc il y a du GPU, mais il y a maintenant d'autres cartes qui sont du FPGA ou encore d'autres cartes accélératrices qui font qu'en fait, elles ont chacun un intérêt dans la partie du calcul qu'on effectue, mais elles communiquent entre elles
via des échanges encore qu'on construit, qu'on construit à la main. Et donc, du coup, ça rend les choses très, très compliquées quand on veut paralyser une application. Et il faut savoir aussi, dans l'application qu'on essaie de designer, quelles sont les parties qui sont plus, qui tireront plus parti des cartes accélératrices que de celles qui tireront plus parti du CPU. Et donc, du coup, c'est tout un savoir-faire qu'il faut avoir qui est compliqué, qui est assez compliqué. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand on regarde les grands centres de calcul, les machines, en fait, la machine qui a présenté Marc, qui est passée à l'hexaflop, ce sont juste des nœuds de calcul, hein, et on en met plein bout à bout avec des cartes accélératrices dedans et qui sont connectées au réseau. Donc, ça reste, en fait, on est toujours sur la grappe de calcul, sauf qu'on rajoute de plus en plus de machines. Je ne sais pas si ça répond à la question. Merci. Une question. Ceci semble faire suite au C2VR, Centre de calcul vectoriel pour la recherche, qui date du début des années 80. Les fondements étaient assez similaires. Est-ce que, comme dans le cas du C2VR, les participants qui financent cette opération se partagent les moyens de calcul? On en a un petit peu parlé. Et suite de la question, est-ce que des entreprises totalement externes peuvent avoir accès aux moyens de calcul et aux services? Alors, du coup, la réponse se fait en deux temps. Donc, d'une part, oui, c'est dans l'esprit du C2VR, hein, de l'époque. En fait, les fondements ici, c'est qu'on travaille à la mise en place d'une communauté. Donc, ça veut dire que chacun apporte son écho dans la communauté. Donc, en termes le laboratoire, enfin, l'unité qui arrive, apporte un financement qui correspond à ses besoins en calcul qu'on l'aide à structurer, et en administrateur système et réseau, et en ingénieur calcul, et puis en termes de participation à une communauté scientifique. Donc effectivement, le fait que chacun apporte sa partie, à la fin, il y a une grosse machine, et effectivement, de temps en temps, on peut utiliser beaucoup plus que ce qu'on aurait si on avait simplement acheté l'équivalent de ses besoins au départ. Donc cette notion communautaire permet d'avoir des ressources de calcul à disposition. Alors après, il y a des aspects techniques pour avoir une façon de lancer les jobs sur la machine de telle manière à ce que du coup, toute la communauté puisse en profiter, que ce ne soit pas bloquant. Enfin, il y a des problématiques assez fines qui sont vraiment gérées par l'unité de service qui gère en fait l'accès à la machine, hein, parce que du coup, si les gens qui essayent de se connecter sur la machine et de lancer des jobs ne peuvent pas le faire parce que c'est saturé, du coup, ils vont arrêter de calculer sur la machine, ils iront voir ailleurs. Donc, il faut que ça reste extrêmement, en fait, un calculateur de proximité et de communauté. Alors, les entreprises, en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on n'ouvre pas le calculateur aux entreprises extérieures. En fait, le calculateur est ouvert aux collaborateurs des laboratoires impliqués. C'est-à-dire, si une entreprise a un projet de recherche avec des gens, par exemple, nous, on travaille, comment dire, je prends un exemple typique sur la simulation numérique directe des piles au lithium avec Total Energy. Donc, il y a un étudiant en CIFRE qui travaille dans ce contexte-là. Eh bien, l'étudiant vient travailler sur le mésocentre de calcul pour les calculs qu'il va mener dans ce contexte de la collaboration. Donc, en fait, on n'ouvre pas aux entreprises ou aux PME. Voilà. Par contre, si on monte un partenariat et qu'on travaille ensemble sur un sujet, bien évidemment, les collaborateurs du projet peuvent venir tourner sur la machine de calcul. En fait, on regarde, il y a un reporting très fin qui est fait sur qui utilise la machine. Et en fait, chaque personne qui soumet des jobs sur la machine est associée à un projet scientifique qui permet de comprendre qui travaille à quel moment, quelles ressources sont utilisées, éventuellement de facturer les heures de calcul sur la machine. J'espère que ça répond à la question. Oui, merci. Et une dernière question, puisque je vois que le flot des questions s'est un petit peu tari. Avez-vous besoin d'infrastructures? Au centre d'un data center, du coup, parce que les infrastructures pour le moment de calcul, c'est le mésocentre de calcul et le Jupyter Hub, et effectivement, c'est hébergé dans la fameuse salle 12 en fait, de l'L0 voilà, et effectivement, comment dire, à ce niveau-là, là où le fait de passer, il y a des besoins de rénover la salle et puis de travailler en fait à la mise en place d'un vrai data center. Alors, le problème est double. En fait, comme on est passé dans le contexte de l'Institut Polytechnique de Paris, il se trouve que du côté télécom, il y a des salles qui permettent d'héberger des machines et de faire de la redondance par rapport au stockage.
Par contre, il y a une autre possibilité, c'est ce qu'on avait fait quand on avait mis en place la machine de calcul à Centrale Supélec et l'ENS Paris-Saclay, c'est qu'en fait, la machine peut être hébergée à l'IDRIS aussi dans les grands centres nationaux. Donc, en fait, on a plusieurs possibilités pour l'hébergement. Au début, la première machine, en général, c'est bien qu'elle soit en local parce qu'elle permet à ce que les gens visuellement voient arriver en fait, le mésocentre de calcul. Par contre, c'est souvent, il y a un moment, si la salle n'est pas tout à fait aussi comment dire, voilà. Mais ce qu'on aimerait, c'est dans le contexte de l'Institut Polytechnique de Paris, c'est d'avoir effectivement un data center qui soit de qualité autour des infrastructures Jupyter Hub et Mésocentre. Mais ça, en termes de coût, on en a parlé avec la direction de l'école, c'est quand même un coût qui est assez conséquent. Merci, merci beaucoup pour cet exposé, pour vos questions et bien sûr toutes les réponses que vous y avez apportées. Merci aussi d'avoir aussi clairement montré voilà, l'impact de cet écosystème à la fois de recherche et d'innovation et d'avoir rappelé les besoins et les engagements des différentes entreprises et de la fondation pour réaliser l'ensemble du projet. Nous vous donnons rendez-vous sur le site de la fondation de l'École Polytechnique pour continuer évidemment à soutenir des projets comme celui de Marc et puis suivre toutes nos actualités. Encore merci pour votre participation et à très bientôt.